Nouvelle session de semaine en 45, madame, messieurs, bienvenue. Avec 183 voix sur le 372 votants, Vital Kamerhe a remporté le primaire de l'Union sacrée de la nation devant Christophe Mbosso qui a eu 113 voix et Bahati Lukwebo 69 voix. Ces primaires étaient organisées pour dégager un candidat unique de l'Union sacrée de la nation pour l'élection à la présidence ou du président, s'il faut dire tout court, du bureau définitif du Parlement ou l'Assemblée nationale. Est-ce là une lumière dans le noir pour enfin organiser les élections pour le bureau définitif? Nous allons donc en parler, mais par ailleurs, nous aurons aussi à faire le point sur le sujet qui taraude encore les esprits de Kinoises et Kinois et de Congolais en général, cette affaire de forage dans les zones rurales où le ministre Nicolas Kazadi, ministre de Finances de la RDC, est pointé du doigt pour avoir décaissé en urgence une somme colossale. Et aussi, nous aurons aussi à faire le point sur cette autre affaire de décaissement en urgence en ce qui concerne le lampadaire dans la ville-province de Kinshasa où toujours le ministre de Finances, Nicolas Kazadi, se dédouane et rejette la faute au gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila. Et donc, autour de ces thématiques précitées, nous allons donc en découdre avec ici présent Alain Madilou, qui est porte-parole INC Kinshasa, parti cher à Vital Kamerhe. Alain Madilou, bonjour et bienvenue dans Semaine en 45. Bonjour mon frère Ifan Kibeloso et je salue également mon frère Jonathan que j'ai vu il y a très longtemps. Je salue le peuple congolais qui nous suit en ce net moment et permettez-moi de saluer également Vital Kamerhe, le pacificateur, le gagnant de la primaire à l'Assemblée nationale. Je salue le président de la République, je salue son esprit d'ouverture où il laisse le choix aux députés de légitimer celui qui sera leur speaker dans la législature qui arrive. Et donc, de l'autre côté, nous aurons donc Jonathan Ngwele, qui est président national pour l'amour du Congo, PAC en sigle. Jonathan Ngwele, bonjour et bienvenue dans Semaine en 45. Bonjour monsieur le journaliste, bonjour également à mon débatteur sur ce plateau. Bonjour à tous nos compatriotes congolais, ceux qui auront l'amabilité de nous suivre au travers de l'émission La Semaine en 45. Mention spéciale est faite à ceux qui nous suivront de par les zones sous possession de l'ennemi, parce qu'il faut dire que la paix étant aujourd'hui un luxe au Congo et l'incapacité de la gouvernance actuelle de pacifier l'ensemble du pays font à ce qu'il y a de ces compatriotes congolais qui sont obligés de vivre déconnectés de l'ensemble ou de l'évolution de l'ensemble du pays. Et je m'en vais également penser à tous ceux qui habitent la commune de Selembaou et qui souffrent aujourd'hui de par la rupture presque de la route 24. Non loin de la position centrale de Makala, qui est dans un état de délabrement très avancé et qui souffre de l'insouciance et de manque de regard de l'autorité. Et je pense que nous passerons des excellents moments d'antenne où nous allons réfléchir, cogiter minutieusement sur les questions d'actualité qui fait objet de votre menu pour enfin en dégager les intelligences qui produiront des réformes pour l'avancement de la patrie. Les décors est donc planté. Je vais commencer avec vous, Alain Madilou. Vous le savez que Vital Kamerhe, enfin, 15 ans après, il retrouve le perchoir de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Quelle est votre analyse d'entrée des jeux sur ces primaires organisées par l'Union sacrée de la nation? Oui, comme je venais de le dire tantôt, c'est-à-dire c'est un jeu démocratique qui permet à ce que ceux qui sont dirigés par un speaker portent leur choix sur la personne qu'ils voudront. Et voilà, c'est chose faite. J'encourage ces genres d'initiatives partout dans les élections. Les primaires, en fait, ça légitime le pouvoir de tout un chacun. C'est-à-dire Vital Kamerhe, il y en avait 3 quand même. Ils sont venus, chacun d'entre eux a présenté son programme. Et c'est sur base de ça, sur base de ce discours-là, que les jeux ont été faits.
J'encourage en tout cas cette initiative venant du président de la République et des membres du présidium de l'Union Sacrée. Exactement. Donc en tout cas, ces genres d'exercices doivent vraiment habiter nos esprits désormais, parce qu'il y a eu trop souvent des systèmes de dictat où que vous ne vouliez ou pas, on vous impose quelqu'un qui viendra vous diriger. Donc je pense que les gens qui veulent être dirigés, en fait, les gens auront maintenant le choix sur des personnes auxquelles ils voudront, en fait. Ça ne commence qu'avec l'Assemblée nationale, puisqu'ailleurs nous n'avons pas vu ces primaires. Toute chose a un début. Je pense que c'est un bon début qui a montré ses prouesses. Donc voilà, donc moi c'est un bel exercice, j'ai aimé. Ok. Jonathan Ngwele, vous êtes président national pour l'amour du Congo, PAC en sigle. Vous avez évidemment eu à être informé ou à assister à ces primaires de l'Union Sacrée de la Nation. Quelle est votre analyse d'entrée des jeux en voyant qu'il y a eu ces primaires pour départager Christophe Mbosso, Bahati Lukwebo et Vital Kamerhe? Bon, déjà, il faut préciser que le primaire, lorsqu'elles ont été instaurées depuis la période post-révolution française, c'est en réalité pour dégager l'unanimité à défaut du consensus. Mais alors, les grands penseurs de ces temps-là ont émis le vœu de voir que lorsqu'on forme un bloc, que l'on passe essentiellement au consensus, en lieu pas d'aller aux primaires. Pourquoi? Parce que les primaires génèrent de fragilités qui aboutiront à des séparations plus tard. Partout où on a organisé des primaires, c'était ça la réalité après. Et aujourd'hui, je ne serai pas en déphasage avec cette pensée-là pour dire que ces primaires traduisent l'égoïsme, pour ne pas dire la gourmandise dans les chefs des uns et des autres de cette gouvernance. Parce que lorsqu'on pense qu'on est un bloc compact et que l'on est sûr de ce qu'on a comme atout, on doit être en mesure d'implémenter la volonté d'atteindre les consensus. Et les consensus pour ces cas d'espèce seraient beaucoup plus faciles parce que la question à se poser, c'est de savoir qui détient la majorité. Et lorsqu'on posera la question de la majorité, on vous dira non, c'est l'UDPS. L'UDPS ayant déjà la présidence et la primature, on posera la question qui vient après. On vous donnera le vocable selon lequel ce serait l'UNC ou peut-être l'AFDC. Et les choix seraient clairs pour opter en ces points-là. Et à la fin, pour la troisième position, peut-être le Sénat, on prendra celui qui vient en troisième position. Et ceux qui suivent après au niveau du Parlement, ils auront des postes à demander ou à réclamer. Nous avons la vice-présidence, nous avons le rapporteur, la deuxième vice-présidence des questeurs et tout ce qui vient avec. Donc déjà, de par ces primaires, on note la fragilité et l'absence d'un leadership dans cette histoire qu'on appelle l'Union Sacrée. Parce que s'il y avait un leadership élevé et aguerri, on aurait dû privilégier les consensus. Parce qu'après ces primaires, nous avons vu les réactions des uns et des autres qui traduisent d'une certaine manière la volonté ou encore le refus catégorique pour ces primaires. Mais il faut se questionner sur l'organisation même de ces primaires-là. Moi, je me dis, aujourd'hui, la salle du Congrès du Palais du Peuple n'est plus seulement la salle réservée aux activités régulièrement convoquées des sessions parlementaires ou des locations prises par des individus, mais c'est maintenant une salle qui est donnée à tous ceux qui veulent le demander, notamment à M. Kabouya. Donc vous fustigez que ces primaires puissent aient lieu donc dans l'Assemblée nationale? Je ne fustige pas. Je serais d'accord si on louait régulièrement cette salle. Parce que le secrétariat général à l'Assemblée nationale a pour, entre autres ressources, les frais dus aux locations de ces différentes salles. Mais lorsqu'on ne loue pas et qu'on décide comme ça de manière vraiment dictatoriale de prendre une salle qui est entretenue par les moyens de l'État sans payer des droits dus au Trésor, on constate qu'effectivement la République est tombée bas. Mais lorsqu'on parle de personnes choisies, je peux le dire sans être contredit, je préférerais encore la personne qu'on a choisie que les deux autres, parce qu'effectivement, lorsque nous venions en politique,
lorsque nous aspirons aux opinions en politique, nous avons eu des modèles, pas des modèles dans la gestion, mais des modèles dans la coordination ou même dans l'orientation des débats parlementaires. Et c'est ces modèles-là qui nous ont beaucoup plus éblouis. C'est entre autres M. Caméré qui pouvait en son temps prendre le courage et démissionner. Mais M. Mbosso, c'est les regrets des présidents de l'Assemblée nationale que nous avons eu à avoir. Parce qu'un monsieur qui vous dit comme ça que nous avons perdu le contrôle de fleuve et qui est incapable de faire tomber de par son initiative un ministre de la Défense ou même des Intérieurs. Ça veut dire qu'en réalité, M. Mbosso était là pour servir les dictats et les recommandations. Nous espérons que par cet exercice ou par les mandats qui pourraient peut-être lui être de donner dans les jours à venir, M. Caméré restera les Caméré d'attente, parce qu'il faut le dire, les Caméré 2007, c'était encore un assistant premier mandat. Mais aujourd'hui, nous avons un Caméré qui s'est dit être docteur. On peut penser que le niveau est essentiellement élevé. Mais lorsque les niveaux s'élèvent, on sent cette dose de maturité élevée également. Donc moi, je pense que ces primaires, pour nous qui sommes de l'opposition, ça ne nous implique à rien, mais nous voyons les conséquences de cette primaire, notamment la fragilité de leur histoire qu'on appelle majorité et les désordres de l'appareil étatique. Avant de rebondir à Alain Madilou, en quelques minutes, croyez-vous qu'aujourd'hui, ces primaires traduisent une expression de méfiance au sein même de l'Union sacrée? Non seulement l'expression de méfiance, mais du désordre. Parce qu'aujourd'hui, vous avez peut-être donné raison dans les jours à venir, M. Caméré ne sera pas le candidat unique. Il y aura un candidat. Et à coup sûr, ils peuvent aller au second tour. Mais l'Union sacrée parle d'un candidat unique, retrouvé, donc la personne de Vital Kamerhe. Retenez et écrivez ce que je vous dis maintenant. M. Caméré ne sera pas le candidat unique. Parce que le bloc de ceux qui sont frustrés après ces primaires ne vont pas se laisser faire. Il y a un bloc? Je suis politique. Nous entrons dans des salons, nous entrons dans des couloirs et nous savons glaner les informations. M. Caméré ne sera pas le candidat unique. Il y aura un candidat indépendant qui viendra là et qui sérieusement va menacer la carte Caméré. Mais connaissant ses tacts et sa souplesse dans les affaires politiques, parce qu'il faut dire que Caméré sait mieux faire la politique que toute autre profession, il pourra peut-être converger des vues et voir dans la mesure du possible remporter ces élections. Mais déjà, nous lui conseillons utilement de le prendre au sérieux. Alain Madilou, vous venez d'entendre Jonathan Gbele, vous aurez à rebondir sur ce qu'il vient de dire si vous voulez. Mais en attendant, moi je voulais vous poser cette question du renouvellement de la classe politique. Le président Félix-Antoine Tshisekedi, avant même de briguer son premier mandat, avait émis le vœu de renouveler cette classe politique. Mais aujourd'hui, nous voyons qu'il y a eu trois poids lourds politiques de notre pays, en la personne de Vital Kamerhe, Christophe Mbosso et Bahati Lukwebo. Nous n'avons pas vu de jeunes, comme l'aurait souhaité le président de la République. Est-ce un dysfonctionnement dans la classe politique, dans le renouvellement de la classe politique, où donc le président a fait de son gré, a jeté son dévolu sur ces trois prétendants pour le perchoir de l'Assemblée nationale? Merci. Permettez-moi d'essayer un peu d'expliciter un point. Mon frère parle d'un candidat indépendant qui viendra. C'est présenté. J'espère que ce candidat-là sera un député élu indépendant, parce que le règlement intérieur est clair que celui qui peut être porté comme candidat président doit être porté par son regroupement ou son parti politique. Donc celui-là, c'est lui qu'on pourra proposer. Ce ne sont que des rumeurs. Moi, j'ai également entendu. Ils devront sortir un candidat indépendant. Tout en sachant qu'il n'y a pas des indépendants dans cette nouvelle législature. Donc, déjà, sur ce point-là, le règlement intérieur est clair. Je ne pense pas. Bon, après, il faut... Je vais transmettre les conseils de mon frère à l'honorable Vital Kamerhe de prendre les choses au sérieux. Parce que nous savons tous qu'il y a des manœuvres dilatoires des politiques. Il y a aussi des frustrations, comme venait de dire Jonathan Gbele, à l'interne. Bon, moi, je pense que sur ce point-là, nous devons être clairs. Je l'ai toujours dit. Vital Kamerhe a fait l'opposition dans ce pays. Vital Kamerhe a cru en Félix Tshisekedi. Mais les deux autres croient au président Félix Tshisekedi. Vous comprenez? Il y a une nuance. Une nuance. C'est-à-dire, lorsque je marche, par exemple, avec mon frère Jonathan, nous n'avons rien. Que nous marchons, nous marchons avec amour. Le jour où nous aurons quelque chose,
si pas lui, si pas moi, ceux qui nous ont vus se souviendront que ces deux-là étaient dans la recherche du bonheur avec amour. Mais ceux qui viendront après ne viendront que parce que nous avons pu avoir quelque chose par nos efforts. C'est pourquoi vous avez suivi l'honorable Vital Kamerhe dans son discours dire que je gagne, que je perde, je resterai fidèle et loyal au chef de l'État. Ça me fait penser à l'histoire de la Bible où une frange des gens voulait qu'on coupe l'enfant en deux et les propriétaires de l'enfant ont dit non, prenez mon enfant. J'aimerais bien le voir vivant de loin que de le voir mort. Vous comprenez? Donc, parlant de modèle, j'ai suivi mon frère. Nous tous, nous voudrions en fait revoir cette Assemblée nationale-là, qui nous inspirait en politique. Je pourrais me dire, bon, je viens en politique parce que j'ai suivi, par exemple, Délice Sanga. C'est devenu un modèle grâce à ses interventions au sein de l'Assemblée nationale. Vous suivez, par exemple, le ministre des Affaires étrangères, Lutundula. C'est par ces interventions qu'on l'a découvert. Il y a des jeunes qui se reconnaissent en ces gens-là. Mais pas ce que nous venons de vivre tout à l'heure. C'est-à-dire un speaker qui pense être supérieur aux députés, menacé et consort. Vous voyez, je ne suis pas dans les polémiques, mais je suis dans la réalité. Vous voyez. Donc, ici, il est question de comprendre que déjà la salle du Congrès, louée ou pas, c'était une affaire des députés identifiés à une famille politique. Et déjà, sans vous couper la parole, j'ai une question d'un téléspectateur qui nous pose la question en disant « À qui revient le coût de la charge de cette primaire ?» Non, mais c'est une affaire entre députés. Le palais, c'est le palais du peuple. Les représentants du peuple, ce sont des députés. N'est-ce pas? C'est-à-dire, aujourd'hui, si les députés de l'opposition veulent faire une réunion là-bas, ils peuvent le faire. J'espère qu'ils ont demandé la permission au bureau, ou voilà, ils ont suivi la procédure pour le faire. Mais dire qu'ils ne peuvent pas le faire ou payer, non. C'est les députés qui siègent dans l'hémicycle qui ont organisé une réunion où ils voulaient organiser leur primaire là-bas. Donc je pense que ces débats-là, nous devons prendre de l'auteur et que l'Assemblée nationale... Votre question, c'était encore sur... à qui revient le coût? Non, la question avant. Oui, la question avant, c'était sur le renouvellement de la classe politique tant vanté par le président de la République démocratique. Le renouvellement de la classe politique, moi je l'ai toujours dit. Nous en sommes où aujourd'hui? Nous voyons de moins en moins de jeunes. Moi je l'ai toujours dit, la jeunesse n'est pas au niveau du physique. La jeunesse, c'est au niveau des idées, des apports. Il vous souviendra dans ce pays que Kabila a eu le pouvoir à l'âge de 29 ans. Il était jeune, plus jeune d'ailleurs. Mobutu a pris le pouvoir à l'âge de 35 ans. Il était jeune. Alors s'il faut parler de la jeunesse en termes d'âge, en termes de physique, moi je pense que c'est un débat révolu. Il faudrait plutôt voir cette jeunesse-là qui prend les idées. Vous voyez les débats que nous organisons des fois ici. Ça fait partie des débats constructifs qui permettent à ceux qui sont peut-être à l'école primaire, secondaire, de suivre les pas. Dire que bon, c'est des jeunes qui réfléchissent sur le devenir du pays. Vous comprenez? C'est-à-dire le changement de la classe politique doit intervenir par rapport aux initiatives, aux nouvelles initiatives, et non par rapport à l'âge des gens. Non, je ne pense pas. Jonathan Ngwele, dans quelles dispositions légales peut-on justifier ces primaires en parlant de la loi en République démocratique du Congo? Une question d'un téléspectateur. Déjà, il faut dire que ces primaires n'ont aucunement obtenu la bénédiction d'une quelconque disposition de la loi. Parce que même le règlement intérieur de l'Assemblée nationale à jour, qui je ne crois pas a déjà reçu l'avis favorable de la Cour constitutionnelle, ne prévoit nullement cela. Premier fait. Et deuxième fait, c'est que
Lorsqu'on parle de parlementaires, il est vrai que le lieu où leur profession s'exerce s'appelle Palais du Peuple. Exactement. Mais il est aussi vrai que tous n'ont pas de bureau là-bas. C'est déjà ça la première de préoccupation. Il est aussi vrai que tous ne sont pas soumis à la loi portant statut des agents et des carrières ou des agents de la fonction publique. De deux, il est aussi vrai qu'il n'est pas dévolu le droit de la gestion des édifices de l'Assemblée nationale. Ça, sont de fait. Et par là, je veux dire quoi? Lorsqu'ils sont en plénière ou en commission, ils peuvent utiliser n'importe quelle salle. N'importe. Et tous ceux qui diront ou tous ceux qui feront sont immunisés. Mais lorsqu'ils sont dans des faits privés, comme l'organisation du primaire de l'Union sacrée, dans ces édifices, jadis appartenant à l'Assemblée nationale, ils doivent soit les louer, soit les prendre dans le cadre des activités parlementaires. Chose faite? Non. Jusqu'à ce matin, je posais la question au niveau de l'Assemblée nationale. La salle n'a jamais été louée. Là, je parle de la barbarie dans la gestion. Et lorsque j'enquête aussi, et je pose la question au service de rapporteur, on me dit qu'il n'y avait jamais de plénière convoqué en ce jour-là. Et lorsqu'on dit que c'est de l'opposition peuvent aller, oui, mais à condition qu'ils soient soit en plénière ou en commission. Si tel n'est pas le cas pour les deux cas prévus, ils doivent louer la salle. Chose qui n'a pas été faite. Deuxièmement, on parle de débat. Oui, je suis encore heureux que nous puissions converger sur ces points-là. De la direction de débat que faisait en son temps M. Kamere. Voilà pourquoi j'ai insisté qu'il les faisait comme assistant. Premier mandat à l'époque. Mais maintenant qu'il s'est dit être professeur, il s'est dit être docteur, je pense que la qualité de l'orientation de débat doit évoluer. Mais là encore, il faudrait qu'il y ait des animateurs de débat qui soient également à la hauteur. En son temps, on pouvait parler d'un très brillant jeune qui venait, bien évidemment, parce que moi j'ai découvert Lutundu à la conférence nationale souveraine. Je vis les images, ces interventions, je me dis, mais waouh! Est-ce que dans ces parlements, on a encore des gens comme Lutundu là? Est-ce qu'on a encore des gens comme Sesanga, comme Lubaya, comme Madidi? C'est ça la grande question. Si la crème qui contribuait à l'amélioration d'un bon débat, personnel, s'ils ne sont plus là, avec des mécènes, avec des acteurs économiques, qui se retrouve là aujourd'hui, vous allez me dire qu'on aura ces mêmes qualités de débat. Peut-être que l'avenir peut me confondre, mais je doute fort. Ça, c'est un problème. Mais lorsqu'on revient sur les enjeux de l'âge, comme l'a dit mon frère et ami Madilou, l'âge joue dans la production réflexive. Il y a mon maître qui m'a toujours dit que lorsqu'on est jeune, on est frais dans la réflexion et on est élargi dans la réflexion. Mais lorsqu'on est vieux, sa réflexion s'accourcit. Et la preuve, c'est que quand on est vieux, on devient plus sage qu'intelligent. Ok. C'est là le grand problème. Mais pourquoi la jeunesse n'est pas censée? Parce qu'effectivement, cette jeunesse-là ne croit pas en elle-même. J'ai vu des jeunes être élus. J'ai vu des jeunes être proclamés par M. Kadima. Mais pourquoi ils n'ont pas eu le courage de serrer le temps pour dire nous voulons également réclamer la présidence pour la jeunesse? Le même nom, les mêmes histoires, les mêmes personnes reviennent. C'est pas Mbosso, c'est Bahati. C'est pas Bahati, et c'est Kamere. Est-ce qu'on ne peut pas changer de nom? Parce que lorsqu'on parlera de gouvernement, vous allez entendre de nom. Ça sera les mêmes noms. Mais nous espérons que la première ministre a clairement dit que ces poids politiques ne reviendront pas dans son gouvernement. C'est déjà un pas. Avant même que nous ayons ces gouvernements, elle a déjà lancé un appel fort, d'où on espère qu'il y aura de la jeunesse. Tout homme sérieux ne croira pas ce que dit madame. Parce qu'on sait déjà que ce n'est pas madame qui nomme. C'était la première ministre. Non, non. Madame ne nomme pas. Elle contresigne même pas l'ordonnance. Sur pied de quoi, elle aura les prérogatives de dicter à celui qui nomme l'orientation à prendre pour nommer. C'est ça la grande problématique. Et là, on se rend compte vite que madame veut danser plus vite que la musique.
Parce que déjà elle-même, elle est entièrement dépendante de quelqu'un. La preuve, lorsqu'on l'a nommée, il ne s'est pas écoulé 24 heures. Elle est vite allée dire merci à Yakabouya. Ça fait ça la grande question. Et aujourd'hui, l'informateur, je trouve, on trouve la population, une partie de la population trouve normal qu'elle soit allée saluer Kabouya. Elle a rencontré M. Kabouya par 2 fois. La première fois comme secrétaire général de son parti, dont on ne connaît même pas la date de son adhésion. Deuxièmement, comme informateur. Maintenant, lorsque moi je révèle la thèse qu'elle est allée dire merci, à qui? À son CG. Lorsqu'on est ascensé dans des fonctions étatiques, on a un devoir d'irrédévabilité envers ceux qui le nomment. Et ça, madame ignore. Ça, c'est déjà une faiblesse. Et moi, je pose la question. Madame propose un autre nom. Monsieur Tshisekedi prend Mbosso. Madame va dire non, lève Mbosso. C'est impossible. Parce que déjà, ce n'est pas elle qui nomme. Donc, lorsqu'on veut danser plus vite que la musique, on tombe sur du populisme tel qu'elle a fait. Parce que déjà, elle n'est même pas en mesure de respecter ses propres mots. Madame vous a dit qu'elle allait faire que 7 jours pour ses consultations. Mais elle continue à consulter que ces jours sur le pied de quoi? Voilà la qualité des dirigeants que nous avons. C'est qu'ils ne savent même pas respecter leurs propres mots. Monsieur Kamel vous dit, j'ai jamais demandé à être président, mais il est candidat président. Vous comprenez un peu là où nous sommes? Ça fait ça la réalité. Alors, donc moi je pense que le renouvellement de la classe politique devait partir par l'affirmation de la jeunesse. Et dans l'Union sacrée, nous avons pas des jeunes qui s'affirment. En 30 secondes, croyez-vous que ces jurisprudences empoisonnent la Constitution? Non seulement l'empoisonne, mais la mène droit vers un cimetière. Parce que sur pied d'aucune réglementation en vigueur, vous allez occuper la salle du congrès du Palais du Peuple, vous organisez votre histoire et vous partez. Alain Madilou, je prends Vital Kamerhe par ces mots. Je vais faire de l'Assemblée nationale de la RDC un vrai temple de démocratie, renforcer le contrôle parlementaire. Je veux que tout le mercredi, à chaque fois qu'il faut, un ministre vienne s'expliquer sur sa gestion. Il poursuit pour dire que je gagne ou que je perde, vous venez donc de le dire, je reste vrai et loyal au chef de l'État. Comment comprendre que dans son discours, Vital Kamerhe revient et insiste en même temps sur sa loyauté au chef de l'État? Est-ce de la redevabilité au chef de l'État ou envers la population congolaise? Oui, je pense qu'il fallait taire les malentendus. C'est tout d'abord un humain qui a subi beaucoup de coups. Et ceux qui se sont portés candidats au perchoir n'insistaient que sur les intentions obscures de Vital Kamerhe de pouvoir bloquer je ne sais quoi dans leur imagination. Alors il fallait éclaircir pour dire... Donc, moi je pense qu'il fallait qu'il dise plus. Et tu as écouté son discours. Il est parti du moment où ils ont battu campagne ensemble. On ne veut pas tout prendre. Non, il fallait prendre les grandes lignes. Ça, c'est les débuts. Ça, c'est une grande ligne aussi. Non, c'est-à-dire, là, la loyauté dont vous faites allusion aujourd'hui, c'est une loyauté renouvelée. Mais il faut voir d'où ça part. Vous comprenez? Ça part d'où cette loyauté? C'est-à-dire, il a parlé de battre campagne avec le chef de l'État, il a parlé de comment ils ont vécu ça. Vous voyez, donc, aujourd'hui, il ne fait que réaffirmer. C'est comme au mariage, on dit quoi? Renouvellement des vœux et tout ça. C'est comme ça. Vous comprenez? Dans la fraternité, il faut toujours que tu appelles ton frère le matin, tu dises bonjour. C'est en fait pour lui rappeler que je suis toujours avec toi. C'est comme ça en politique. Les absents donnent les mauvaises impressions. Les présents gagnent plus et avancent en politique. Vous comprenez? Donc moi je pense que sur ce point-là, il a voulu taire les malentendus parce que ceux qui sont venus, je me demande, je ne suis pas contre eux, ils sont venus accompagner la vision du chef de l'État, mais ils n'ont pas... ils sont venus, ils ont trouvé de course au pouvoir. Ils n'ont pas... Ils ont basculé de 24 heures. Qui va te dire que j'étais là-bas? Non. Les raisons pour lesquelles ils ont quitté l'autre côté, le FCC pour rejoindre Félix Antoine Tshisekedi, ne sont pas très claires. Si ce n'est que des raisons
si ce ne sont que des raisons d'intérêt, n'est-ce pas? C'est pourquoi ils avaient tout le temps un discours de manque de loyauté de Vital Kamerhe avec le président de la République. C'était au fait pour... C'est comme j'ai entendu mon frère tout à l'heure dire, parler de l'UNC en tant que deuxième force, mais peut-être AFDC. Pourquoi? On sème la confusion dans la tête des populations. Pour dire, l'AFDC écrit même des lettres, pour dire nous sommes deuxième force. Imagination. La CENI confie la deuxième place à l'UNC, mais l'AFDC fait des manœuvres, des lettres pour dire non, il faut mélanger les députés nationaux et les députés provinciaux. D'accord. Nous, à l'UNC, nous avons 130 conseillers municipaux. Aucun parti n'a 130 conseillers municipaux. S'il faut même prendre le tout, le mettre ensemble. Dupliquer. Parce que les élections sont couplées, non? Pourquoi vous voulez vous limiter aux députés provinciaux? C'est un faux débat. C'est-à-dire, aujourd'hui, ils ont voulu mettre dans la tête des gens que nous sommes très loyaux au chef de l'État, mais vous remarquerez qu'après l'échec des autres, il y a eu certains comportements. Donc, leur loyauté n'est tributaire que des postes. Lorsqu'il n'y a pas de postes... Jonathan Gwele parlait de frustration à l'interne de l'Union sacrée. C'est pourquoi moi, je suis en train d'élucider, au fait, ce qu'il y a eu. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont venus parce qu'ils ont vu que nous pourrons trouver notre compte là-bas. Et il y a des gens qui ont commencé, c'est clair. Vous comprenez? Et le fait de le dire, c'était pour épingler un point et taire les malentendus. Que je gagne, que je perde, je resterai loyal au chef de l'État. Parlant de ce qu'il va faire pour l'Assemblée nationale, je pense que d'aucuns ignorent que Vital Kamerhe, c'est quand même un modèle. Aujourd'hui, si vous partez à l'Assemblée nationale, on citait Vital Kamerhe et Nzondo Mio, paix à son âme. Il n'y a que 2 meilleurs présidents de l'Assemblée nationale depuis 1960. Il y a Papa Nzondo Mio qui est décédé. Il y a également Vital Kamerhe qui revient après 15 ans comme candidat président de l'Assemblée nationale. Donc nous espérons, nous tous, qu'il y aura une touche de plus. Mais aussi, permettez-moi de rejoindre quand même mon frère pour dire, cette crème-là, nous voudrions bien la voir au sein de l'hémicycle. C'est-à-dire, c'est comme on dit en français, c'est dans les chocs d'idées que jaillit la lumière. Mais vous ne pouvez pas être déçu et que vous trouvez un co-débatteur un peu qui ne vous pousse pas à ressortir ce que vous avez. Donc, nous prions à ce que, j'ai vu dans les règlements intérieurs, on a demandé que les députés aient 2 assistants, je pense, qui se ressourcent. Je profite de votre micro pour demander aux députés de se ressourcer, parce qu'avoir un Vital Kamerhe en face de soi, il faut avoir de la matière. Et bon, comme on peut en acquérir partout, je leur conseille vraiment qu'avec Vital Kamerhe, il y aura des débats nourris et il y aura des contrôles, des exercices. Parce que la législature passée, il y a eu 33 intentions de contrôle parlementaire non exécutées. Les députés partent en comment on appelle ça, en vacances parlementaires. Ils ne reviennent pas avec des rapports. Or, ces rapports-là se transforment en programme du gouvernement. Parce que en fait, c'est des faits que vous partez palper à la base, que vous ramenez à l'Assemblée, que l'Assemblée soumet au gouvernement pour exécution. Donc, je pense qu'ici, il sera question de faire... soit je ne parlais pas des comparaisons, parce que l'expérience de Vital Kamerhe, on connaît, mais aux députés de vraiment se ressourcer. Parce que j'ai suivi un député, tous ces jeux dans la salle, hein, il y a une vidéo que j'ai suivi un député dire, il y avait des indécis dans la salle. Mais quand Vital Kamerhe a pris la parole, les indécis ont été convaincus et l'ont voté. Et dans la vidéo, il dit même, oh, Kamerhe, c'est un sorcier. Il est sorcier en riant. Ça veut dire que... Merci Alain Madilou. Je chute. Ça veut dire que si un candidat arrive à convaincre les députés, que nous ayons également des députés qui peuvent convaincre
la population ainsi que leurs speakers par les débats nourris qui pourront apporter quelque chose pour l'avenir de notre pays. Merci Alain Madilou. Alors, question pour vous, messieurs. Jonathan Gwele, je commence par vous. La question sera reposée aussi à vous, Alain Madilou. En 1 minute, croyez-vous aujourd'hui que Vital Kamerhe, au perchoir de l'Assemblée nationale, aura bel et bien à répondre aux attentes de la population, puisqu'elles sont gigantesques, et aura à être redevable envers la population congolaise qu'envers le président de la République? Vous savez, je serais tenté de dire que c'est possible, mais après l'extrait de son discours que vous avez relayé ici, je me rends compte que ce ne sera pas possible. Je vais paraphraser Marine Le Pen qui, lorsqu'il prenait la présidence du Front National, jadis occupé par son père, il dit ceci: je promets ma fidélité au Front National et à ses valeurs, mais je promets ma loyauté au peuple français. C'est son père qui gérait le Front National à l'époque. Mais il a dit au Front National et à ses valeurs, il ne promet que fidélité. Ça veut dire qu'il ne changera pas des partis, ou il ne changera pas des tendances qui vont contre les valeurs du Front National. Le Front National était contre les flux migratoires, les rassemblements nationaux également contre tout ça. Mais ici, M. Kamerhe vous dit qu'il sera loyal à M. Tshisekedi. En lieu et place d'être loyal envers un peuple pour qui vous êtes dépositaire d'un mandat. Ça gâche tout. Ça détruit toutes les espérances qu'on pouvait attendre de lui. Donc, en lieu et place de servir le peuple, il servira M. Tshisekedi, c'est clair. Et lorsqu'il vient caricaturer les contrôles parlementaires à seulement les ministres, il dit: j'aimerais bien le voir chaque mercredi ici. Oui, c'est bien bon parce que les ministres sont les plus grands voleurs, c'est connu. Mais les mandataires plutôt, qui sont aussi les plus grands bandits financiers. Ils vous pillent, ils vous décaissent comme bon leur semble. Mais qu'est-ce que M. Kamerhe pense pour ces gens-là? C'est aussi une question. Donc moi je pense que déjà par le mot qu'il a utilisé, je pense qu'on n'a pas à espérer. Et je regrette que ce soit l'homme sur qui pesaient les espoirs de beaucoup. Alain Madilou, la même question vous revient. Oui, heureusement que j'avais été là-dessus pour dire clairement que le fait de le dire n'éloigne pas sa vision claire, puisque dans le même discours, l'honorable Vital Kamerhe a insisté sur la séparation des pouvoirs. Il a insisté là-dessus. Séparation des pouvoirs. C'est-à-dire l'Assemblée est une institution, le président de la République est également une institution. Il a également dit, on ne peut pas être loyal sans être efficace. Il a parlé des chantres. Il a parlé de l'efficacité, même l'efficacité dans la loyauté. Vous comprenez? Vous savez, des fois, on réfléchit rapidement en humain. Quand on a reçu beaucoup de coups, on veut vous diaboliser par-ci, par-là. Aujourd'hui, vous verrez des gens dire Kamerhe est voleur, Kamerhe est ceci, cela. Mais si vous regardez le procès en soi, vous remarquerez qu'il n'y a rien du tout. Parce qu'on parle des deniers publics. Kamerhe ne fait pas partie de la chaîne des dépenses déjà. Djamal, dans le procès, reconnaît avoir perçu la totalité de la somme, mais on l'accuse jusqu'aujourd'hui. Gratuitement. La justice l'a acquitté. On l'accuse, on continue. Pourquoi? Parce que les gens pensent qu'ils peuvent manœuvrer les médias, créer ce qu'eux appellent l'opinion, et voilà. Et quelqu'un comme ça doit toujours vous rappeler que parce qu'il est toujours mal compris. Même quand il parle de séparation du pouvoir, les gens peuvent mal interpréter. Or, il dit la vérité. C'est pourquoi il a dit qu'il faut éviter les chantres dans la loyauté. Il faut prendre l'efficacité dans la loyauté. Merci Alain Madilou. Nous passons donc à notre deuxième thématique où ça fait couler l'encre et beaucoup de salive. Le décaissement de 400 millions de dollars américains dans l'affaire présumée des surfacturations où le ministre de Finances Nicolas Kazadi est pointé carrément du doigt, et aussi le 13 millions de décaissement où dans l'affaire des lampadaires dans la ville-province de Kinshasa.
Tout ça, c'est fait en procédure d'urgence. Nous allons donc parler autour de ça avec nos deux invités ici. Rapidement, Jonathan Gwele, on a suivi le ministre Nicolas Kazadi qui se dédouane, qui rejette la faute au gouverneur Ngobila, Jontini Ngobila, à qui il dit que tout est passé par le gouverneur. Lui n'a fait que décaisser l'argent, mais c'est le gouverneur qui avait la signature sur comment faire de la ville-province de Kinshasa, et en même temps, l'IGF était derrière cette affaire. Comment comprendre aujourd'hui? Ce n'est pas le cas, c'est l'IGF qui accuse en même temps le ministre des Finances, qui accuse aussi le gouverneur de la ville. Et entre-temps, il y a aussi ces projets de forage où on a décaissé 400 millions pour 200 à 500 000 dollars américains sur une unité de forage. Comment comprendre tous ces décaissements dans la ville-province de Kinshasa où nous ne voyons pas de résultats, mais l'argent s'est volatilise? Vous savez, dans cette histoire, le pire, c'est que nous avons affaire à quelqu'un qui manipule la presse. Je l'ai dit une fois que M. Alinguete, c'était parmi les citoyens dangereux dans ce pays, qu'il fallait absolument isoler et mettre hors d'état de nuire. Parce qu'un auteur, je crois malgache, a dit, celui qui manipule la presse gère votre communication. Et aujourd'hui, sur les 100%, il y a plus de 95% de médias qui sont entretenus et gérés au profit de cette institution qui est malheureusement très mal gérée par M. Alinguete, qui lui-même est d'ailleurs parmi les plus grands torpilleurs de textes de la République. Je vais donner des cas avant d'aborder votre question. L'IGF, par son ordonnance, doit avoir 200 inspecteurs. Ils en sont à 217, ce qui viole une des dispositions prévues dans les textes qu'il organise et qu'il a créés. L'IGF est en train de construire un bâtiment, incapable de nous dire d'où, comment et quelle est la chaîne de dépenses pour ces bâtiments qu'il construit. Troisièmement, M. Alinguete s'exerce dans du populisme. Et pourtant, l'organe qui reçoit ces conclusions l'a très souvent débouté. Abdallah débouté, 100 jours débouté. Que devons-nous dire de plus? Venons-en à la question de forage. Je l'ai toujours dit, lorsqu'on vole un franc des Congolais, on me détruit moi. Parce que dans les taxis que je paye, on prélève l'argent. Dans le peu que je gagne dans ma profession, on prélève l'argent. Dans les stationnements, dans le marché, il y a des Congolais qui payent des taxes. Mais on décide comme ça de nous voler. La part de responsabilité, car c'est là où ça blesse. L'IGF organise 3 modes de contrôle. A priori, concomitant et a posteriori. Avant la conclusion, il contrôle. Pendant l'exécution, il contrôle. Après l'exécution, il contrôle encore. Tous ces contrats, que ce soit pour les lampadaires ou les forages, n'ont nullement été signés entre les sociétés et les ministères des Finances. Ça, c'est la loi. C'est les ministères sectoriels concernés. Pour le cas des forages, le développement rural, M. Roubota est là. Les lampadaires, la ville de Kinshasa. Après signature des contrats, un an bloqué dans le port de Matadi. On organise ce qu'on appelle la chaîne des dépenses qui doit s'acclimater au mode prévu par les contrats. Est-ce qu'on fait les 100% ou on fait les 30% ou on fait les 20%? Ça, je ne connais pas. Mais je sais que l'ordonnateur principal de la République s'appelle le ministre des Finances ou son délégué. Et seul lui signe les OPI. Et ces OPI-là doivent faire objet d'une demande qui vient en soutènement d'un contrat. Si au niveau du ministère du Développement rural, on a accepté que l'on puisse nous faire des forages à 200 000 $, à 250 000 $, qui est une bourde, un grossier mensonge. 500 000. Un grossier mensonge. Parce que pendant la campagne, moi, j'ai fait 3 forages à Selembao. Les plus chers m'ont coûté 25 000. Les plus chers m'ont coûté 25 000 pour 100 mètres. Avec des citernes de 1000 litres chacun. Donc, on constate qu'effectivement, la surfacturation est venue avant même les décaissements. Est-ce qu'aujourd'hui, on doit imputer la responsabilité à l'ordonnateur ou au contractant? M. Alinguete ne veut pas voir le contractant, il voit l'ordonnateur.
Et c'est là le problème. Moi, je me dis, soit ils ont une dent personnelle, soit ils étaient dans un deal qui a mal tourné. Mais ce que nous regrettons, nous, c'est parce que c'est notre argent. Venons dans la situation des lampadaires, comme le disait Bobo, lampadaires. pour chuter. Lorsqu'on parle de ces lampadaires-là, c'est un peu comme les maisons en carton. Préfabriquées. Jamal vous a dit que c'est bloqué vers le Haut-Katanga. Il a dit en pleine instance. Et aujourd'hui, on vous dit que c'est bloqué dans le Congo central. On ne sait pas comprendre qui dit vrai et qui dit faux. En attendant les 13 millions déjà décaissés. Voilà. Est-ce dans les contrats, il était prévu qu'on devait faire le décaissement à 100% ou ça devait se faire de manière progressive? Si ça devait se faire à 100%, c'est qu'il y a des gens qui ont été compromis dans ces contrats. Ils sont tous des bandits financiers. Si c'était par échelon, il faut poser la question à l'ordonnateur, qu'est-ce qui fait qu'il puisse décaisser le tout? Je reviens maintenant sur la question pour chuter, de la procédure d'urgence. La procédure d'urgence est organisée par la loi des finances. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Je vois les journalistes à qui à la solde de M. Alinguetti les dire à bout de temps. C'est organisé dans la loi des finances. C'est pour permettre l'exécution rapide, à condition qu'il y ait préalablement des actes générateurs de droits et des obligations qui les prévoient, dont un contrat. Si les contrats prévoyaient que ces décaissements-là devaient avoir lieu en mode d'urgence, que devait faire l'argentier? Qui devait faire l'argentier? Ça, ce sont les grandes questions. Et moi, je pense que lorsqu'on est infirmier, c'est difficile de comprendre ces questions. Mais on peut apprendre lorsqu'on veut apprendre. Mais moi, je pense qu'à un certain moment, il faudrait que ceux de la presse qui sont manipulés par M. Alinguetti puissent revenir à la raison, scruter l'essentiel du texte. Moi, je l'ai dit, je soutiens nullement M. Kazadi, je soutiens nullement M. Alinguetti, mais je pense que les deux nous offrent un spectacle désolant qui ne profite pas à notre peuple. Merci Jonathan Ngwele. Alain Madilou, rapidement, que pensez-vous d'abord de ces décaissements en mode urgence où l'argent est décaissé, mais après les résultats ne suivent pas? On parle de 400 millions, c'est énorme, et on parle de 13 millions aussi des lapidaires où il y a beaucoup de fonctionnaires qui ne sont encore pas payés en séjour, mais nous voyons des décaissements et le résultat qui ne suivent pas toutes ces affaires où il y a de l'autre côté le forage en zone rurale où aujourd'hui on parle de 130 ou 131 sur les 500 qu'on a promis. Bon, je pense que lorsqu'on vous met dans la responsabilité, il faut assumer. J'ai suivi le ministre dire que c'est pas moi, c'est l'autre. Exactement. Mais dans tout ça, il y a un inspecteur. L'inspecteur a un rôle à jouer. L'inspecteur peut même aller vérifier les lieux où seront destinés les forages et lampadaires et consorts. Il a fait ce travail prochainement. Aujourd'hui, ils sont dans les accusations. On a comme l'impression ça devient un jeu de ping-pong. On a comme l'impression que c'est un conflit interne. Oh, il s'agit de l'argent de l'État. Pour 57 millions, on a traduit Jamal en justice et on a accusé Kamere d'être complice de Jamal. Par imagination, sans preuve. Mais ici, c'est là où je dis, le ministre, soit il pouvait ne pas communiquer. Il est sorti pour dire, j'ai le montant de lampadaire à 1500 $. Mais j'ai payé 5000 $. C'est paradoxal. Je me dis, bon, si tu as le montant, tu aurais dû soit t'appeler l'IGF pour lui dire, bon, est-ce que tu n'as pas vérifié? Mais quand tu cautionnes la surfacturation également, c'est un problème. Moi, j'ai vu l'IGF bloquer les décaissements pour des soins médicaux. C'est-à-dire, les soins d'un humain. On dit, comme l'inspecteur n'a pas signé, on ne paye pas. Ok. Mais comment on peut payer les lampadaires avec surfacturation? Et on voit le ministre... d'urgence. Non, le mot d'urgence, c'est vraiment prévu. Hein, ne vous en mais faites ça pas. choque en même temps non, de voir que le résultat ne suive pas. C'est ça, c'est là où il faut... C'est là où maintenant ça choque la population. C'est là où le bas blesse. Dire que le mot d'urgence est absurde, non. Le mot d'urgence existe. Il y a toujours une régularisation après. Vous comprenez? C'est-à-dire, ici, il faut comprendre qu'il y a un début et une fin. Mais on dit quoi? Lorsque les prémices sont fausses, les conclusions sont mauvaises, je pense. Vous comprenez? Donc,
Ici, il faut voir la responsabilité de l'inspecteur général des finances. Il est inspecteur général des finances. Donc, c'est-à-dire il contrôle les finances de la République. Si ça l'a échappé, qu'il vienne nous dire. Parce que apparemment, lui, ses conclusions, c'est à la télévision avec des journalistes. Mais moi, c'est pourquoi j'ai même souhaité, je l'ai entendu dans le discours de l'honorable Vital Kamerhe et le sénateur l'honorable Bahati, on parlait de la Cour de compte. On doit revaloriser la Cour de compte. Parce que si aujourd'hui, M. Jules, l'inspecteur général des finances, fait ses enquêtes, les conclusions de ces enquêtes, il peut les amener à la Cour de compte. On n'aura pas assisté dans les débats télévisés. Parce que aujourd'hui, nous avons besoin des éclaircissements. Ce n'est que la justice ou les cours et tribunaux qui peuvent nous les apporter. Parce que dans les débats, ça sera lui, Arolobake, c'est pas moi. L'autre dira que c'est moi, c'est l'autre. Et voilà. On est dans le ciel, on ne comprend rien. Merci Alain Madilou. Vous avez donc compris, c'est une affaire remise. Nous pensons que la justice va s'en saisir et il y aura bel et bien des éclaircissements sur ces décaissements où le résultat n'ont pas suivi. Merci donc encore une fois Alain Madilou, porte-parole UNC Kinshasa, d'avoir répondu à notre invitation. Et merci aussi à Jonathan Gwele, président national pour l'amour du Congo, PAC en sigle, d'avoir répondu à notre invitation. Opposant la mauvaise gestion de M. Tshisekedi. Merci donc. Et merci aussi à vous, chères auditrices et auditeurs, téléspectateurs et téléspectatrices et aussi internautes, de nous avoir suivis de partout. Nous vous donnons rendez-vous donc la semaine prochaine avec un nouveau numéro. Portez-vous bien dans vos demeures respectives.